Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Jean-Daniel Colomb. Je suis professeur de civilisation des États-Unis à l'Université Grenoble-Alpes et mes recherches portent principalement sur les débats autour des politiques énergétiques et du changement climatique aux États-Unis dans la période très contemporaine, donc à partir des années 90 et jusqu'à la période actuelle. Et je me suis aussi intéressé de manière un peu plus large aux questions d'environnement, de représentation de la nature dans l'histoire des idées aux États-Unis. Les deux grands partis, qui sont le Parti républicain et le Parti démocrate, ont de plus en plus de difficultés à s'entendre sur des sujets extrêmement importants. La plupart des politiques publiques importantes, de questions, des débats autour des politiques publiques ont tendance à se terminer en bataille rangée au Congrès des États-Unis. Ça vaut pour le changement climatique, ça vaut pour la réglementation du droit au port d'armes, le droit à l'avortement, évidemment, on a entendu parler, la manière d'essayer de juguler la pandémie de Covid-19, et je pourrais continuer cette liste à l'infini. Il y a quelques exceptions, mais elles sont rares. L'exception majeure actuellement, c'est le consensus bipartite autour de l'hostilité à l'égard de la République populaire de Chine. C'est un consensus qui est relativement récent, mais qui se consolide ces derniers temps. Mais c'est vraiment l'exception qui prouve cette règle. Depuis les années 80, et notamment depuis le début des années 90, les républicains et les démocrates s'opposent de plus en plus systématiquement les uns aux autres. C'est dans la situation, dans le contexte des États-Unis, dans le contexte institutionnel des États-Unis, particulièrement problématique, car la Constitution des États-Unis est ainsi faite qu'elle exige que les partis qui sont représentés fassent des compromis. C'est-à-dire qu'il y a énormément de moyens d'empêcher qu'une décision soit prise, qu'une loi soit votée. C'était évidemment volontaire de la part des rédacteurs de la Constitution américaine qui voulaient permettre aux gouvernants de gouverner, mais également limiter leur capacité d'action pour éviter que le gouvernement devienne tyrannique. On rappelle que c'était une constitution qui a été rédigée à la fin du XVIIIe siècle et qui est encore la constitution des États-Unis, même si elle a été modifiée, donc c'est assez remarquable. Mais évidemment, à la fin du XVIIIe siècle, l'État avait beaucoup moins de prérogatives qu'aujourd'hui. Ce souci de restreindre les abus de pouvoir de la part des gouvernants, qui fait vraiment partie de la culture constitutionnelle, la culture politique des États-Unis, nécessite en contrepartie que dans le cas des démocrates et des républicains aujourd'hui, puisque les républicains n'existaient pas à ce moment-là, il y ait une forme d'acceptation du compromis qui est de plus en plus difficile à obtenir dans les conditions actuelles. Je voudrais me tourner vers un journaliste américain qui s'appelle Bill Bishop, qui a écrit un livre intitulé The Big Short. Ça n'a rien à voir avec The Big Short, le film qui avait eu un certain succès à propos de la crise, de la grande récession, de la crise des subprimes. Là, c'est The Big Short, donc S-O-R-T. Et dans cet ouvrage, donc le journaliste Bill Bishop essaye de s'intéresser à la manière dont les choix résidentiels de la population américaine à partir des années 60-70 ont fini involontairement et de manière totalement décentralisée euh, par favoriser une grande polarisation. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que Bill Bishop, ce dont il parle dans son ouvrage. Il explique qu'à partir de la fin des années 60 et des débuts des années 70, de plus en plus d'Américains choisissent d'habiter dans des quartiers, dans des zones, dans des villes, dans des espaces où
ils vivront avec une majorité de gens qui font les mêmes choix de vie qu'eux, et ça n'a absolument rien à voir avec la politique, en tout cas de prime abord. Donc, vous savez que les États-Unis sont un pays extrêmement divers. Il y a 330 millions d'habitants. Vous y trouvez des Mormons, des Juifs hassidiques, des néo-hippies, des loups de Wall Street, etc. On pourrait évidemment étendre la liste. Il y a énormément de religions, d'origine ethnique, de préférences culturelles qui sont représentées. Et donc, à l'échelle de la nation, les États-Unis sont une nation très diverse et deviennent de plus en plus à la fin des années 60 et au cours des années 70 et ensuite. Mais ce que Bishop montre, c'est que à l'échelle locale, donc à l'échelle du quartier, à l'échelle de la circonscription, à l'échelle des villes, de plus en plus, les Américains, les citoyens américains choisissent de vivre dans des zones où des gens qui vivent comme eux, qui ont le même type de valeurs, de préférences culturelles vivent, ce qui conduit à un paradoxe qui est décrit dans le livre de Bishop, c'est-à-dire qu'on a le paradoxe d'une nation extrêmement diverse à l'échelon national, mais de plus en plus homogène à l'échelon local. Donc, pour donner un exemple emblématique des États-Unis, les blancs chrétiens évangéliques qui ont tendance à voter très majoritairement pour le Parti républicain ont tendance aussi, à partir de cette période, à vivre dans des circonscriptions électorales de plus en plus homogènes où la plupart des gens sont aussi des blancs évangéliques chrétiens et sont pour la plupart des conservateurs qui, à partir de la fin des années 70, auront tendance à porter leur voix vers le Parti républicain. Et c'est vrai à droite de l'échiquier politique, mais également au centre, à gauche, etc. Et ce processus conduit à la multiplication de ce que Bishop appelle des landslide districts, c'est-à-dire des circonscriptions où l'un des deux partis nationaux gagne presque systématiquement les élections. Donc, on peut imaginer une circonscription, par exemple, dans la ville de San Francisco, qui est de manière ultra majoritaire favorable au Parti démocrate et donc qui, chaque fois qu'il y aura des élections pour la Chambre des représentants, c'est-à-dire tous les 2 ans aux États-Unis pour la Chambre des représentants, systématiquement votera pour et élira un élu démocrate. Et évidemment, on peut aussi penser à un contre-exemple républicain. Et ce que Bishop et certains politistes américains montrent très bien, c'est que au début des années 70, les circonscriptions qui ont ce profil-là, donc acquises à l'un ou l'autre des partis, sont minoritaires. On estime qu'il y en a environ un quart sur toutes les circonscriptions. Mais à la fin du XXe siècle, on a déjà dépassé la moitié des circonscriptions qui sont dans ce cas-là, et il y en a de plus en plus. Processus, au début, n'a absolument rien à voir avec la politique. C'est-à-dire que les personnes qui font ces choix résidentiels ne les font pas parce qu'ils veulent être avec des démocrates ou des républicains. Ils le font pour d'autres raisons. Mais, in fine, on se retrouve dans une situation où il y a un très grand nombre et un nombre croissant de circonscriptions très homogènes. On peut donner un autre exemple avant de passer à la suite de la démonstration, celui des Afro-Américains, qui constituent environ 13% de la population des États-Unis aujourd'hui et qui, bon an, mal an, votent à peu près à 90% pour le Parti démocrate. Alors, il peut y avoir, ils ont voté un peu plus pour le Parti démocrate pour la présidentielle lorsque c'était Barack Obama. Il me semble qu'il faudrait vérifier ça, mais que c'était environ 93%. C'était un peu moins pour Hillary Clinton, mais on était toujours dans les alentours de 87-88%. D'accord? Donc, ce qui signifie que lorsque vous avez une circonscription où les Afro-Américains sont représentés massivement sur le plan démographique, cette circonscription, presque systématiquement, sera une circonscription acquise au Parti démocrate. Et la raison pour laquelle ce processus, donc décrit comme The Big Sort, a contribué
très largement à la polarisation, c'est que ce processus a contribué à déplacer le choix des candidats et donc des personnes qui représentent le peuple américain au Congrès vers les primaires. Les primaires, en fait, ne sont absolument pas mentionnées dans la Constitution des États-Unis, donc ne sont pas obligatoires. Elles ont fait leur apparition dans le paysage politique des États-Unis au début du XXe siècle, et elles étaient perçues à ce moment-là comme une manière de redémocratiser ou donner davantage une dimension démocratique plus affirmée à la vie politique des États-Unis. Il faut se souvenir que les personnes qui ont rédigé la Constitution des États-Unis étaient assez ambivalentes, pour ne pas dire plus, au sujet de la démocratie, même s'il y a des dimensions démocratiques, notamment à la Chambre de représentants dans le système des États-Unis, le système politique des États-Unis. Il y a également énormément de dispositions qui servent à limiter l'influence de la majorité. Et donc, au début du XXe siècle, il y a un mouvement social qui essaye de favoriser des réformes visant à démocratiser le système. Et parmi ces réformes, on trouve les primaires, qui servaient en fait à amoindrir l'influence des cadres du parti qui choisissaient eux-mêmes les candidats, à huis clos généralement. Et en fait, le but était de donner plus de poids aux électeurs lambda. Alors, les primaires n'ont pas joué un rôle décisif immédiatement, elles ont commencé à jouer un rôle vraiment décisif à partir des années 70, mais aujourd'hui, elles sont absolument centrales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer le système aujourd'hui sans les primaires, et elles permettent à des candidats qui n'ont pas forcément le soutien des cadres du parti, des dirigeants du parti, d'obtenir l'investiture. Il est évident que sans le système des primaires, Bill Clinton, dans les années 90, n'aurait probablement pas reçu l'investiture démocrate, Barack Obama non plus en 2008, et je ne parle pas évidemment de Donald Trump qui, je pense, n'aurait même pas été pris en compte par les cadres du Parti républicain. La raison pour laquelle elle contribue la plupart du temps à la polarisation, c'est que les électeurs des primaires ne sont pas les mêmes que les électeurs de ce qu'on appelle parfois l'élection générale. Ce sont des électeurs qui s'intéressent beaucoup plus à la politique que la moyenne de la population, qui accordent beaucoup plus d'importance à leur allégeance au parti pour lequel ils votent et à l'idéologie que ce parti est censé représenter. Pour éclairer de manière un peu imagée cette spécificité des électeurs des primaires, je voudrais me référer à un politiste américain qui s'appelle Jason Brennan, qui a proposé une typologie des électeurs dans la démocratie américaine, et il explique de manière un peu drôlatique, mais assez évocatrice, que il existe aux États-Unis 3 types d'électeurs: les hobbits, les hooligans et les vulcains. Les hobbits, selon lui, sont majoritaires. Ils constituent, selon les périodes, 60 à 70% de la population. Et ce sont des gens soit qui ne votent pas, soit qui votent occasionnellement, et qui surtout ne s'intéressent pas particulièrement à la politique. Et là, il n'est absolument pas question de parler de l'intelligence des personnes en question. Vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement intelligent et être un hobbit parce que vous ne vous intéressez pas à la politique, parce que vous avez un travail particulièrement prenant, parce que vous vous consacrez à la vie dans votre quartier ou à votre famille. Toujours est-il que vous votez peu et vous ne vous intéressez pas beaucoup à la politique, vous n'avez pas une vision très idéologisée ou partisane de la politique, et vous êtes ce qu'on appelle en anglais souvent un low information voter, c'est-à-dire un électeur qui a peu d'informations à sa disposition pour trancher.
vous ne serez pas surpris d'apprendre que les hobbits sont très peu représentés dans les primaires, à la différence de la deuxième catégorie, celle des hooligans, qui est souvent autour de 25 à 30% de la population, selon Brennan. Et les hooligans, par contre, sont des gens qui s'intéressent vraiment à la politique, qui suivent les controverses, qui sont passionnément fidèles au parti auquel ils votent depuis longtemps, etc. Et ce sont aussi des gens qui abordent les élections et la politique, la vie politique de manière plus générale, comme une sorte de sport de combat ou de sport d'équipe, et qui soutiennent leur parti et leur force politique comme d'autres soutiennent des clubs de football, par exemple. Ce qui les conduit, même s'ils ont énormément d'informations, à privilégier le triomphe de leur parti, parfois au mépris des faits, de l'objectivité et d'une prise en compte des circonstances, et notamment de cette idée de compromis. Par exemple, on peut imaginer un bon exemple de hooligan dans le contexte des États-Unis, ce serait quelqu'un qui défend avec passion le droit au port d'armes, qui s'impliquent, qui donnent de l'argent à des partis, à des candidats ou à des organisations qui défendent cette idée. On peut penser également à des personnes qui voudraient interdire l'avortement ou le rendre légal pendant toute la période de grossesse. Donc des personnes qui vraiment sont émotionnellement investies dans la politique. Et puis, alors, la troisième catégorie, ce sont les Vulcains. Alors, Brennan explique qu'il y a très peu de Vulcains, il n'y en a peut-être pas du tout d'ailleurs. Ce sont des gens qui sont l'idéal type d'une démocratie fonctionnelle, c'est-à-dire des personnes qui, eux, ont beaucoup d'informations, prennent leur temps et jugent chaque question au cas par cas en se renseignant, etc. C'est la manière dont la politique devrait idéalement fonctionner dans une démocratie euh, évidemment. Et ce qu'explique Brennan, c'est que la politique nationale aux États-Unis est dominée par les hooligans, c'est-à-dire des personnes très partisanes qui cherchent avant tout à faire gagner leur camp et qui sont motivés par un sentiment qu'un autre politiste américain qui s'appelle Alan Abramovitz a appelé la negative partisanship, c'est-à-dire un réflexe politique et électoral qui consiste à privilégier la défaite de l'adversaire plutôt que la victoire de ses propres idées, c'est-à-dire une sorte de ce que les Allemands appellent la Schadenfreude, la joie mauvaise. C'est ce sentiment de plaisir que l'on éprouve à battre l'adversaire. D'ailleurs, c'est sur ce ressort que Joe Biden va essayer de s'appuyer pour battre celui qui devrait être son adversaire à la prochaine élection présidentielle, Donald Trump, c'est-à-dire que même si Joe Biden ne suscite pas l'enthousiasme des foules démocrates, c'est le moins qu'on puisse dire, il est probable qu'une très grande majorité des électeurs qui ne sont pas enthousiastes à gauche de l'échiquier politique se déplaceront si son adversaire est Donald Trump pour le plaisir de battre cette personne qu'il déteste tant. Si on revient à nos circonscriptions majoritairement dominées par l'un ou l'autre des partis, cela signifie que la majorité des élus démocrates et républicains au Congrès des États-Unis sont choisis par une frange de la population américaine qui n'est pas représentative de la majorité, qui est beaucoup plus idéologisée et beaucoup plus investi dans la polarisation et dans la détestation de l'adversaire politique. Mais ça signifie également, j'ai dit tout à l'heure que un membre de la Chambre des représentants est obligé de briguer le vote de ses concitoyens tous les 2 ans. C'était justement pour faire de cette Chambre la plus démocratique du Congrès américain. Et ça signifie que cette personne, si elle veut survivre politiquement, après avoir été élu une première fois, doit complaire à ses électeurs des primaires qui ne veulent pas que l'on transige avec l'adversaire, qui est diabolisé systématiquement. Et donc, il y a cette peur, les politistes et les journalistes spécialistes de politique aux États-Unis ont inventé un verbe, c'est to be primaried, donc être
battu dans une primaire d'une certaine manière. Beaucoup d'élus démocrates et républicains sont hantés par la perspective d'être perçus comme trop mous par les plus partisans et les plus idéologisés de leurs électeurs et de perdre dans la prochaine primaire, et il y a beaucoup de primaires, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui les incite à adopter une position particulièrement intransigeante qui exacerbe la polarisation. Et ici, on pourrait dresser une sorte de contraste entre la situation aux États-Unis et la situation en France. En France, les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas choisis à travers des primaires, ils sont choisis ou elles sont choisies par le parti et les dirigeants du parti, ce qui signifie que si ces élus veulent être à nouveau choisis et recevoir l'investiture de leur parti, ils doivent ou elles doivent complaire aux dirigeants du parti. Alors, il y a d'autres restrictions constitutionnelles. La constitution de notre pays est différente de celle des États-Unis, mais on voit bien que le cadre incitatif est très différent. D'un côté, on doit jouer le jeu du parti et suivre les recommandations de ceux qui dirigent le parti, et de l'autre côté, au contraire, parfois, pour survivre politiquement, il faut affronter les cadres du parti afin d'être sûr d'être soutenu dans les primaires. Et il y a des exemples régulièrement d'élus républicains, par exemple, qui ont accepté de voter en faveur de mesures qui étaient le fruit de compromis entre les deux partis par un pragmatisme qui est imposé par le fonctionnement de la Constitution des États-Unis, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et qui le paye au prix fort en perdant l'investiture républicaine à la primaire suivante. Et donc, on voit qu'ici, on a commencé par des gens qui déménagent dans des quartiers ou des zones du territoire des États-Unis où ils se sentent mieux parce qu'ils sont avec des gens qui ont les mêmes affinités qu'eux. Et on termine avec un système des États-Unis qui devient de plus en plus dysfonctionnel parce qu'il est pris en otage par les plus idéologisés de la population. Dwight Eisenhower, qui a été donc ce général pendant la Deuxième Guerre mondiale si important et qui ensuite a été président des États-Unis dans les années 50. Il était donc président sous les couleurs du Parti républicain. Et Dwight Eisenhower a été choisi par les personnes qui dirigeaient le Parti républicain lors de la convention sans avoir participé aux primaires. Parce qu'à cette époque-là, dans les années 50, il n'était pas nécessaire de gagner les primaires. Le système a été réformé à la fin des années 60 et au début des années 70, notamment en commençant par le Parti démocrate, puis le Parti républicain a suivi. Et donc, d'autres ont gagné des primaires. Eisenhower n'en a pas gagné une seule parce qu'il ne s'est pas présenté dans les primaires, et malgré tout, il a été choisi par les dirigeants du parti parce qu'ils avaient raison d'ailleurs de penser qu'il avait de très fortes chances d'être élu, ce qui a été le cas à cause du prestige qui l'accompagnait après la Deuxième Guerre mondiale. Mais si on prend le cas de Bill Clinton, il n'était pas le favori des cadres, des dirigeants du parti au début des années 90, mais il a réussi à tirer son épingle du jeu brillamment dans les primaires et les caucus du Parti démocrate. Et c'est ce que je voulais dire. C'est la même chose pour Hillary Clinton. Hillary Clinton, c'était l'héritière apparente du Parti démocrate en 2008. Et si la décision avait été prise comme dans les années 50, comme c'était le cas dans les années 50, par les personnes qui dirigeaient le parti, alors Barack Obama on l'aurait gentiment invité à se présenter un peu plus tard. Et finalement, Barack Obama a réussi à court-circuiter les dirigeants du Parti démocrate et à s'imposer par son charisme, par également un peu de chance, etc. Et évidemment, l'exemple le plus rocambolesque, c'est celui de Donald Trump, puisque la plupart des observateurs de la politique nationale aux États-Unis, à commencer par moi, n'imaginaient même pas qu'il pourrait même obtenir cette investiture. Il est clair que lorsque il a réussi à remporter l'investiture républicaine,
énormément de républicains étaient persuadés qu'ils n'avaient absolument aucune chance d'être élus président. Et là aussi, ils se sont trompés. Moi aussi, d'ailleurs, je me suis trompé sur ce point-là. Et donc, on voit l'importance des primaires aujourd'hui. Donald Trump, on pensait qu'il ne serait pas élu en 2016 parce qu'on pensait que même s'il avait ses fervents supporters qu'on a tous vus à la télévision, qu'on a tous vus dans les médias et qui existent, hein, qui sont nombreux, il n'obtiendrait pas assez de voix de la part de ceux qui votent traditionnellement pour le Parti républicain, tout simplement parce que il y a également des personnes qui sont plus centristes, sont plus modérées. On pensait par exemple que de très nombreuses femmes républicaines ne voteraient pas pour lui. Et finalement, c'était une erreur. C'est-à-dire que finalement, elles sont venues quand même. Et ce choix que ces électeurs qui n'avaient aucune dilection pour la candidature de Donald Trump initialement, qui n'avaient pas envie que ce soit lui le candidat, cette décision de leur part de voter pour ce candidat est une très bonne illustration du phénomène de negative partisanship dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, Quand on en vient à adopter une vision tribale de la politique, et par tribal, je veux dire qu'on appartient, on reconnaît appartenir à une tribu politique et on veut qu'elle batte et qu'elle arrive à défaire l'autre tribu, donc dans ce cas-là, la tribu des démocrates, on est prêt à se boucher le nez, à ne pas se poser de questions finalement et à voter pour celui qui a été choisi pour représenter le parti. Et c'est ce qui a permis à Donald Trump de gagner. Alors, il y a eu d'autres circonstances, mais dans un premier temps, il a gagné avec des hooligans qui étaient centrés sur la question identitaire, qui exacerbe également la polarisation aux États-Unis. Et ensuite, une fois qu'il avait l'investiture, il a réussi à obtenir les voix de gens qui n'étaient pas sensibles à son message. Et donc, ces gens-là n'ont pas, en fait, pour nombre d'entre eux, n'ont pas voté pour ses idées, n'ont pas voté pour son programme, n'ont même pas voté pour sa personnalité, au contraire, peut-être malgré sa personnalité, mais ils ont voté pour un drapeau, le drapeau du Parti républicain. Et ensuite, le jeu du collège électoral qui est assez compliqué aux États-Unis a basculé en la faveur de Donald Trump. Et aujourd'hui, Donald Trump bénéficie au sein du Parti républicain, chez de nombreux électeurs républicains, chez de nombreuses personnes qui se décrivent comme conservatrices, de cette idée que il est attaqué parce qu'il est un républicain, parce qu'il est conservateur, et comme il fait partie de la tribu, on doit le défendre. Et c'est ce qui a conduit, à mon avis, de nombreux républicains aujourd'hui à adhérer à la thèse farfelue selon laquelle l'élection lui aurait été volée en 2020. Évidemment, c'est très grave. On voit bien ici les symptômes extrêmement pernicieux pour la démocratie américaine de cette polarisation, puisque quand on commence à douter de la sincérité d'un scrutin, votre démocratie est quand même profondément fragilisée. Et se trouve qu'aujourd'hui, des millions d'électeurs républicains, certains de bonne foi, sont persuadés que leur parti a été volé lors de cette élection. Et donc, il suffit de se mettre à leur place, de se dire si on pense vraiment que l'élection a été volée, alors c'est un véritable scandale démocratique et on peut penser qu'ils sont fondés à se rebeller. Pour comprendre ce phénomène, il faut se tourner, à mon avis, de manière assez utile vers les experts en psychologie sociale qui parlent de ce qu'on appelle la cognition culturelle. La cognition culturelle, c'est un processus de traitement des informations qui repose sur l'idée que lorsqu'un citoyen, lorsqu'un individu reçoit une information nouvelle, notamment de nature politique, mais pas seulement, il la passe inconsciemment à travers un filtre de ses préférences culturelles et il se positionne vis-à-vis de l'information qu'on lui soumet en se référant à ce qu'il pense que les membres de son groupe pensent de cette question. Alors, pour donner un exemple que moi je connais bien, on peut prendre la question du climat aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis sont, d'une certaine manière, la terre d'élection du climato-scepticisme.
Et ce climato-scepticisme existe très principalement au sein du Parti républicain et à droite de l'échiquier politique aux États-Unis. Et ce que les experts en psychologie sociale et en cognition culturelle ont démontré, c'est que cette appétence pour le climato-scepticisme à droite de l'échiquier politique américain n'a absolument rien à voir avec les informations auxquelles ou l'intelligence des personnes en question, mais tout avec leur affiliation culturelle. C'est-à-dire que à partir du moment où de nombreux Américains ont identifié le changement climatique et les politiques énergétiques qui s'y rattachent comme une pomme de discorde entre républicains et démocrates, ils ont immédiatement essayé de comprendre, c'est ça hein, la cognition culturelle, comment se positionner leur tribu politique vis-à-vis de cette question-là. Et donc, dans le cas des démocrates, l'idée, c'est qu'il faut prendre cette question au sérieux. Dans le cas des républicains, c'est le contraire, même s'il y a quand même une part de diversité dans les opinions, mais majoritairement, et c'est incarné par Donald Trump, la position est beaucoup plus proche du climato-scepticisme. Et en fait, il y a une très bonne formule d'un expert en psychologie sociale de Yale qui s'appelle Dan Kahan, qui dit que lorsqu'on interroge les Américains sur le changement climatique, ils ne disent pas ce qu'ils savent sur cette question, ils disent qui ils sont. Et ils disent à quel groupe ils appartiennent. Et ça vaut pour bien d'autres questions. Et ça a été démontré, en fait, à travers des enquêtes d'opinion, et était censé évaluer le niveau de connaissance de la question climatique des électeurs américains. Alors, vous n'allez pas être surpris, enfin, c'est vrai en dehors des États-Unis aussi, ce niveau est faible, ce niveau d'information est faible. Et ce qui est très frappant dans leurs études, c'est que les électeurs démocrates n'ont pas une connaissance meilleure de cette question de la science climatique, des bases, des fondements de la science climatique, que leurs adversaires républicains. Et donc, si d'un côté, les démocrates massivement déclarent que cette question est importante et que les républicains massivement ont tendance à dire qu'elle ne l'est pas, ça n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas la même chose, c'est parce qu'ils se positionnent différemment en référence à leur tribu politique. Et aujourd'hui, Donald Trump, alors parfois évidemment on lui reproche des choses qu'il n'a pas commises, donc ça complexifie encore la question, mais il bénéficie énormément de cette tendance à la tribalisation de la politique américaine, parce que in fine, on ne veut pas abandonner celui qui est le visage et le représentant du parti, et on finit par défendre des choses qui sont difficilement défendables rationnellement. Et on voit ici que cette polarisation est beaucoup plus identitaire et partisane qu'idéologique, parce que l'une des erreurs que de nombreuses personnes qui s'intéressent de près à la politique et à l'histoire, que ces personnes commettent, c'est de surestimer l'importance de l'idéologie. La plupart, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des électeurs, la plupart des citoyens sont pour des bonnes et de mauvaises raisons des hobbits qui ne s'intéressent pas énormément à la politique et qui n'ont pas un schéma idéologique très bien en place qu'ils peuvent attribuer à tel ou tel parti. Et on voit ça à travers Donald Trump, parce que lui est devenu le maître du Parti républicain dans ce contexte d'hyperpolarisation, en violant certains principes qui étaient des principes dominants au sein du Parti républicain. Par exemple, il a défendu des positions très protectionnistes, alors que historiquement, depuis de nombreuses décennies, le Parti républicain avait été beaucoup plus que son adversaire démocrate, le parti du libre-échange. Mais dès lors que la tête de pont du parti a changé de discours sur cette question-là, il n'y a pas eu de rejet au nom de la pureté idéologique. Ces positions sont devenues dominantes. On pourrait dire la même chose de l'attitude que Donald Trump avait à l'égard de la Russie. Le Parti républicain était très hostile à l'égard de la Russie de Poutine. Alors c'est à nouveau le cas maintenant avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais toujours est-il que lorsque Donald Trump a commencé à défendre des opinions très différentes sur la manière de traiter et de négocier avec Vladimir Poutine, il n'a absolument pas été rejeté par ses électeurs et par ses partisans les plus fervents, tout au contraire. Et donc là, on voit bien que les idées peuvent compter jusqu'à un certain point, mais
on pourrait être tenté de surestimer leur poids, alors même qu'il s'agit là davantage d'une question d'identification sociale par rapport à un groupe auquel on va appartenir, et encore peut-être plus important, par rapport à un groupe que l'on rejette. Alors effectivement, il est très. Alors il y a d'autres partis, mais vous avez raison de dire que à l'échelle nationale, il n'y a que deux partis. Donc effectivement, cette configuration donc, qui est due en grande partie à la manière dont les élus à l'échelon fédéral sont élus, hein, puisqu'il faut arriver en tête du scrutin pour être élu. On n'a pas besoin d'avoir la majorité absolue. Donc ça rend les choses extrêmement difficiles. Il n'y a pas de proportionnalité dans la représentation. Et donc, par exemple, si vous rejetez le parti républicain, mais que vous êtes un écologiste, vous n'allez pas voter a priori pour le parti écologiste qui existe aux États-Unis, parce que voter pour le parti écologiste, c'est voter pour les républicains en enlevant des voix au parti démocrate. Et donc, votre question et votre remarque est très pertinente dans la mesure où cela incite à des choix binaires, à une absence de négociation, et on est très loin de la proportionnelle, comme je l'ai dit, et cela incite les électeurs qui comprennent comment fonctionne ce système à continuer à soutenir les candidats de l'un des deux partis, ce qui fait d'ailleurs que c'est un des facteurs qui explique que le taux de réélection des membres du Congrès américain est extrêmement élevé, hein. J'ai regardé avant notre discussion, 90% des sortants à la Chambre des représentants sont élus et 80% des sortants au Sénat, l'autre chambre du Congrès, sont réélus. Et donc, effectivement, le fait que seulement deux partis dominent la vie politique contribue à cette polarisation. Vous avez un espace médiatique qui a commencé à se polariser avant qu'Internet et les réseaux sociaux deviennent prépondérants, hein, puisque, par exemple, si on prend la chaîne Fox News, elle est créée dans les années 90 pour donner une voix aux conservateurs et aux républicains au motif que leurs opinions étaient sous-représentées dans la grande presse, sur les grandes chaînes, etc. Et donc, il y a déjà une caisse de résonance très forte, très bien financée, très efficace à travers cette chaîne qui s'appelle Fox News, qui sera rejointe ensuite par d'autres chaînes plus tard, et de nombreuses radios locales, et d'ailleurs diffusées pour certaines à l'échelle nationale, qui défendent des points de vue conservateurs et républicains, et de la même manière de l'autre côté du spectre politique. Mais cet univers informationnel qui était déjà polarisé dès les années 90 l'est encore plus avec l'avènement des réseaux sociaux, des algorithmes qui les accompagnent, puisque le modèle économique des réseaux sociaux qui fonctionnent généralement, qui ont du succès, reposent sur un trafic perpétuel sur leur site. Et en fait, il est démontré que en matière politique, par exemple, vous avez beaucoup plus de chances de générer du trafic lorsque vous soumettez des idées ou des théories ou une rhétorique qui plaît aux gens qui vont l'écouter, que l'inverse. On a plus de chances d'avoir envie d'écouter quelqu'un avec qui on est d'accord. Peut-être que ça ne devrait pas fonctionner comme ça, mais en tout cas, c'est comme cela que les choses se passent en général. Et donc, vous vous trouvez dans une situation où il est encore plus facile qu'autrefois de servir des idées et des positions qui ciblent un public très particulier, qui est votre public, qui vous soutient de manière extrêmement enthousiaste. Et d'ailleurs, Donald Trump avait été particulièrement efficace dans son utilisation des réseaux sociaux. Je pense par exemple à Facebook et à Twitter pendant la campagne de 2016, ce qui lui avait permis de mobiliser sa base, de lui donner ce qu'elle avait envie d'entendre, sans avoir à passer nécessairement par les grands médias, même s'il y passait régulièrement, parce que en tant que personnage très polarisant, il générait également de l'audience sur les grandes chaînes, y compris les chaînes, et peut-être à plus forte raison les chaînes qui lui étaient hostiles du côté progressiste,
par exemple, et il a su jouer justement de cet univers informationnel avec des bulles de rétroaction qui lui permettaient de mobiliser sa base. Et j'ajouterais sur cette dimension médiatique de notre discussion qu'il s'est passé un phénomène très intéressant lorsque Donald Trump a quitté la Maison-Blanche, lorsqu'il a été remplacé par Joe Biden. Les chaînes d'information qui se situent à gauche de l'échiquier politique ont perdu une part considérable de leur audience du fait non pas de la disparition, mais en tout cas de la relégation de Donald Trump dans l'espace politique, qui en plus a perdu accès pendant plusieurs années et qui n'utilise plus, à ma connaissance, son compte Twitter. Et ce qui est très intéressant, c'est que une fois que le diable que l'on aimait détester sur ces chaînes-là avait disparu, on avait beaucoup moins de personnes qui avaient envie d'écouter des émissions au sujet de la meilleure manière de faire advenir la transition énergétique, taxe carbone ou subventions, etc. Donc vous voyez, en fait, c'est une très bonne illustration des symptômes de la polarisation, de ce que Alan Abramovitz a appelé la negative partisanship. On suit la politique parce qu'on aime détester l'adversaire, et lorsque l'adversaire tant détesté n'est plus là, on a beaucoup moins envie de participer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que si j'étais Joe Biden, je rêverais d'affronter Donald Trump lors de la prochaine élection. Non pas qu'il soit certain de gagner, mais il a probablement davantage de chances de mobiliser son électorat si le diable que l'on aime détester du côté de la gauche de l'échiquier politique est de retour. Et il est de retour de toute façon, a priori. Faut comprendre, c'est que même si les États-Unis sont un pays d'immigration et un pays d'immigrés, c'est évident, puisque l'écrasante majorité des citoyens américains ont des descendants plus ou moins lointains issus de l'immigration, cela ne veut absolument pas dire que la question de l'immigration est une question qui fait consensus aux États-Unis. Bien au contraire, il y a plusieurs épisodes dans l'histoire des États-Unis où justement la question de l'assimilation, de l'intégration ou du rejet des nouveaux venus ont contribué à fortement cliver et polariser la société américaine. Ça a été le cas à partir du moment, par exemple, où des catholiques sont arrivés en grand nombre au milieu du 19e siècle à travers l'immigration irlandaise. Il y a eu d'autres cas similaires. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des années 20 du 20e siècle jusqu'au milieu des années 60, il y a presque plus d'immigration aux États-Unis parce que les forces restrictionnistes l'ont emporté au début du XXe siècle. Et pendant une quarantaine d'années, il devient presque impossible, enfin en tout cas le nombre de personnes autorisées à s'installer aux États-Unis est très faible. Tant et si bien que au moment où le Congrès décide de réformer le système d'immigration au milieu des années 60, les États-Unis sont peuplés de manière écrasante par des Blancs d'origine européenne, alors une grande diversité d'origines, évidemment, irlandais, britanniques, allemands, russes, etc., italiens, polonais, mais de manière écrasante, à peu près 85-86% de personnes blanches d'origine européenne, et ensuite une minorité importante d'Afro-Américains, 12 à 13%. Et à partir du milieu des années 60, une réforme du système d'immigration, qui n'est pas considéré d'ailleurs comme un texte de loi majeur à l'époque où il est voté, assouplit considérablement les conditions d'accès au territoire américain pour y accéder de manière légale, et conduit involontairement à une augmentation extrêmement considérable du nombre de personnes d'origine hispanique et, dans une moindre mesure, asiatique aux États-Unis. Donc, si vous prenez la part des personnes d'origine hispanique aux États-Unis, elle est très très faible au début des années 60. On doit probablement être autour de 1 ou 2%, notamment dans le sud de la Californie, au Nouveau-Mexique et au Texas. Et aujourd'hui, on est autour de 20% de la population américaine, une population qui a cru, évidemment, considérablement. Et on estime que
au milieu du XXIe siècle, ce qui n'est pas une perspective si lointaine, environ un tiers des citoyens des États-Unis auront une origine hispanique d'une sorte ou d'une autre. Également, la part des personnes d'origine asiatique qui a cru. On estime aussi qu'environ un Américain sur 10 sera d'origine asiatique au milieu du XXIe siècle. Et ce changement démographique a été ressenti de manière différente selon les strates de la population, mais pour le dire crûment, il a été ressenti en partie dans certaines régions des États-Unis, y compris en Californie dans les années 80, au début des années 90, comme une sorte d'invasion à laquelle il convenait de mettre fin. Et ce qui s'est passé, c'est que à mesure que cette question prenait de l'importance dans les années 80, 90, 2000, vous aviez des personnalités politiques qui essayaient de défendre une ligne restrictionniste en la matière, mais il y avait une sorte de consensus pas très explicite entre les élites républicaines et démocrates en faveur d'un assez haut niveau d'immigration aux États-Unis. Il me semble qu'au début du XXIe siècle, les États-Unis acceptaient environ 1 million de nouveaux venus par an, ce qui n'est pas un chiffre faible, même à l'aune de l'histoire des États-Unis. Et si vous voulez, l'un des leviers du succès de Donald Trump, de son succès électoral, notamment dans la primaire républicaine, c'est en tant qu'entrepreneur politique d'avoir réussi à capter une partie de l'électorat républicain, pas l'intégralité de l'électorat républicain, loin s'en faut au début, mais une partie de l'électorat républicain qui est très majoritairement blanc, plutôt âgé, et qui réagissait contre ce changement démographique et qui espérait l'avènement d'un candidat qui pourrait prendre en charge cette question. Et c'est ce que Donald Trump, me semble-t-il, a compris. On a beaucoup parlé de l'idée du rejet de la mondialisation, etc. Mais je pense que cette question identitaire a été importante. Elle est d'autant plus importante dans le cadre de la polarisation dont nous parlons ici que l'écrasante majorité des électeurs républicains sont blancs, même s'il y a également des personnes issues des minorités ethniques, comme on les appelle aux États-Unis, qui votent pour le Parti républicain, alors même que la coalition des forces électorales qui soutiennent le Parti démocrate est de plus en plus diverse. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des Afro-Américains qui, pour des raisons historiques particulières, votent absolument massivement pour le Parti démocrate. Mais en général, au moins 2 tiers des Américains d'origine asiatique votent pour les démocrates, à peu près 2 tiers également, selon les périodes, des hispaniques votent pour les démocrates. Et donc, si vous voulez, il y a cet arrière-plan ethnique et culturel à la polarisation qui existait déjà avant Donald Trump, mais qui a vraiment été mis sur le devant de la scène, puisque lui a tenu un discours extrêmement sans ambiguïté sur cette question-là, avec cette idée de rejet de l'immigration d'origine hispanique et cette volonté de mettre fin aux flux, ou en tout cas de réduire considérablement les flux migratoires. C'est un grave danger pour le Parti républicain, puisque la part des personnes blanches d'origine européenne baisse de manière tendancielle. En Californie, ils ne sont déjà plus le groupe ethnique principal, pour ne même pas parler majoritaire. Et on estime qu'au milieu du XXIe siècle, ils ne seront plus, ils seront encore un groupe important, très important, le groupe le plus large en nombre, mais ils ne constitueront plus la majorité de la population. Et une des questions que l'on peut se poser, qui pourrait mener, et ça c'est une simple hypothèse qui pourrait mener tendanciellement à une baisse de la polarisation sur le long terme, c'est évidemment si les personnes originaires issues des minorités ethniques restent fidèles au Parti démocrate et permettent à ce parti de dominer la scène politique, comme ça n'est pas le cas actuellement, et lui donnent les coups des franches pour asseoir son pouvoir et reléguer le Parti républicain. On pourrait imaginer que par la suprématie démocrate,
cette question de la polarisation devienne moins importante. Mais je pense qu'il faut quand même faire très attention à cette hypothèse parce qu'il n'est absolument pas certain que le Parti républicain ne parvienne pas à un moment à faire une sorte de mue identitaire et parviennent à capter les votes d'hispaniques qui seraient de dispositions plus conservatrices sur les mœurs, par exemple, etc. Ou on peut imaginer aussi que les républicains, finalement, choisissent des candidats qui pourraient davantage plaire à ces électeurs-là. Donc, rien n'est écrit ici, mais on n'a pas vraiment parlé des portes de sortie. Honnêtement, on n'en voit pas beaucoup, mais cette question démographique, on sait que la démographie est une question très importante pour comprendre l'évolution des sociétés, pourrait nous révéler des surprises et pourrait peut-être désamorcer un peu cette polarisation qui aujourd'hui affaiblit, me semble-t-il, les États-Unis et sa démocratie. C'est intéressant que vous parliez de ces personnes donc originaires de, par exemple, d'Italie, de Pologne, etc. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, toute une partie de la société américaine, notamment chez les protestants, les blancs protestants, ne considéraient pas des immigrés originaires de Sicile comme des blancs. C'est-à-dire qu'ils les considéraient comme racialement, et j'utilise le terme parce que c'est le terme qu'ils utilisaient à l'époque, comme racialement différents d'eux. Et c'est ce qui avait conduit à ces lois très restrictives en matière d'immigration qui avaient été votées dans les années 20 et qui ont été remises en cause en 1965 parce qu'il y avait eu une sorte de mouvement social qui s'était instauré pour essayer d'éviter que les États-Unis s'abâtardissent d'une certaine manière. Là, je reprends encore des termes qui peuvent écorcher l'oreille, mais qui étaient utilisés à cette époque-là. Et donc, on voit bien cette idée que même si c'est un pays d'immigrés et un pays d'immigration, la question de l'immigration peut être une source de conflit très fort aux États-Unis. Ce groupe inclut des personnes d'origine chinoise, des personnes originaires des Philippines. Vous savez que les Philippines ont été une colonie des États-Unis de 1898 à 1945, et des personnes d'origine vietnamienne, alors des personnes d'origine japonaise un peu moins, mais il y en avait traditionnellement, notamment en Californie, qui n'ont pas d'ailleurs été très bien traitées pendant la Deuxième Guerre mondiale, et aussi des personnes d'origine indienne, du pays d'Asie du Sud, évidemment, dont, alors évidemment, à l'échelle de la population, ils constituent une proportion assez faible, mais leur nombre croît. Et d'ailleurs, les membres de ces communautés se positionnent maintenant de manière un peu particulière, de plus en plus, sur les questions identitaires, parce que leurs membres peuvent se targuer actuellement d'une réussite académique et économique qui est supérieure à la moyenne, y compris celle des gens blancs d'origine européenne, ce qui a conduit à des procès assez médiatisés autour des mesures de discrimination positive qui, selon des représentants d'organisations communautaires de différentes origines asiatiques, contribuerait à désavantager les représentants de leur groupe. Et donc là, on voit que c'est pour abonder dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure. Rien n'est écrit. On ne peut pas partir du principe qu'il y aura un front uni, une sorte de coalition arc-en-ciel qui pourra tout renverser sur son passage. Les choses sont évidemment un peu plus compliquées. Il y a beaucoup d'habitants aux États-Unis et beaucoup d'intérêts et de préférences culturelles différentes qui s'expriment. C'est une société ouverte et plurielle. Sur la question internationale, je dirais oui, mais seulement en partie, puisque tout est sujet à polarisation. Donc, on peut commencer évidemment par la Chine en disant qu'effectivement, là, euh, les élites politiques des États-Unis, à droite comme à gauche, ont conclu que la République populaire de Chine constituait une vraie menace pour la prééminence des États-Unis sur le plan économique et sur le plan géostratégique. Ça n'était pas le consensus il y a une vingtaine d'années, par exemple, lorsque la Chine
est entré à l'OMC avec la bénédiction des élites américaines. L'idée étant à l'époque qu'en ouvrant la Chine économiquement, on allait finalement la conduire à des réformes institutionnelles et politiques. Pour l'instant, la République populaire de Chine n'a pas suivi cette voie. Mais parfois, ces processus peuvent prendre du temps, donc je n'insulterai pas l'avenir en me prononçant sur cette question, mais en tout cas, pour l'instant, cette mue n'a pas eu lieu. Mais ce qui est vrai, c'est que la Chine est devenue maintenant un adversaire économique et un concurrent économique et géostratégique redoutable pour les États-Unis, ce qui a conduit de nombreux démocrates et de nombreux républicains à faire front sur cette question-là, même si évidemment, là aussi, dans le contexte et dans l'ambiance de polarisation, les républicains essayent souvent d'accuser les démocrates de ne pas être assez intransigeants vis-à-vis de la Chine. Mais si on prend par exemple aujourd'hui la question de l'Ukraine et du soutien financier, logistique et militaire des États-Unis, c'est malgré tout une source de polarisation pas aussi forte que sur des sujets comme l'immigration, comme la transition énergétique, mais malgré tout, il y a au sein du camp républicain une faction qui est proche de Donald Trump et qui voudrait que les États-Unis cessent de financer l'effort de guerre ukrainien. Et de manière générale, j'ai parlé du climat tout à l'heure, le climat est une question mondiale, on entend souvent parler des COP, et sur cette question-là, les deux parties sont radicalement divisées. Est-ce que les États-Unis doivent participer à l'effort international de réduction des émissions? Les démocrates disent oui, évidemment, et les républicains, la plupart du temps, sont extrêmement méfiants à l'égard, pour ne pas dire hostiles à l'égard de ce genre d'initiative. Donc même si effectivement, vous avez raison de dire que la politique internationale n'est pas au centre de ces affrontements idéologiques, il y a de nombreux exemples qui montrent que cet affrontement idéologique peut avoir des conséquences néfastes sur la coopération. Et si vous voulez, ça pose un tout petit peu moins de problèmes parce que le président américain a davantage de marge de manœuvre en politique étrangère qu'en politique intérieure, mais malgré tout, aujourd'hui, il dépend de la majorité républicaine à la Chambre des représentants pour poursuivre son financement de l'effort de guerre ukrainien. Je pense quand même que si, enfin, si on s'en réfère aux déclarations de Donald Trump, donc qui a priori sera le candidat républicain pour les prochaines élections présidentielles aux États-Unis, si on s'en réfère à ce qu'il dit, il semble quand même peu probable que les États-Unis continuent, s'il est élu, à apporter cette aide décisive pour les Ukrainiens, en tout cas décisive pour l'instant. Et donc, je pense que une défaite des démocrates serait quand même, a priori, une tragédie pour les Ukrainiens qui voudraient continuer cette lutte et qui serait a priori une très bonne nouvelle pour les personnes qui dirigent la Fédération de Russie, puisqu'ils auraient alors la perspective d'une Ukraine toujours peut-être désireuse de se défendre, mais avec des moyens beaucoup vraiment réduits. Sur la question d'Israël, donc, et notamment au soutien des États-Unis pour Israël, en fait, les divisions apparaissent davantage au sein des partis, et notamment du Parti démocrate, parce que au sein du Parti démocrate, on a une aile gauche qui de plus en plus a remis en cause ces dernières années le soutien indéfectible des États-Unis à Israël au nom de la cause palestinienne. Et donc, on voit que le Parti démocrate est un parti qui est un petit peu divisé sur cette question, même si pour l'instant, l'horreur des atrocités que le monde a découvert quand même empêche cette polarisation. Mais on voit bien, par exemple, une volonté de la part des républicains d'instrumentaliser des divisions éventuelles au sein de la gauche américaine, et notamment peut-être plutôt en dehors du Congrès, mais plus, par exemple, sur les campus où certains rassemblements très hostiles à l'État d'Israël ont eu lieu dans la foulée de ces attaques terroristes. Et donc, je dirais que
a priori, il est quand même très probable que la classe politique américaine, et notamment les élus au Congrès, veuillent continuer à soutenir Israël de manière très active. Je pense que c'est une priorité pour l'écrasante majorité des républicains et encore une priorité pour la majorité des démocrates. Donc là, on s'approcherait plutôt d'un consensus. Mais j'ai bien peur que ce soit au début quand même de cette histoire. Donc on ne sait pas comment les événements vont évoluer au Moyen-Orient et comment les scissions, notamment au sein du Parti démocrate, pourraient évoluer sur cette question, si par exemple une guerre régionale commençait au Moyen-Orient.